Mes chers amis, bonjour. Préparer l'avenir africain pour éviter les devoirs du passé est une mission culturelle, économique et naturellement politique. Nous le revendiquons fort et très fort encore. Aujourd'hui, on avait voulu recevoir le principal opposant de la République démocratique du Congo en la personne de Martin Fayulu, qui a fait une très bonne conférence de presse lors de son passage à Paris. Malheureusement, son programme est tellement chargé qu'il est obligé de prendre son avion pour retourner à Kinshasa. On avait voulu le recevoir sur ce plateau avec une grande journaliste de la République démocratique du Congo, en la personne de Anastasie Mutoka, qui est ici sur le plateau et évidemment qui va répondre à toutes les questions sur la République démocratique du Congo. Madame Anastasie Mutoka, bonjour. Bonjour. Première question, Joseph Kabila a des ennuis judiciaires actuellement. Joseph Kabila est accusé d'être d'intelligence avec l'ennemi en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui est arrivé un jour à Kinshasa. Il était déjà grand. On ne l'a pas vu naître là-bas, on ne l'a pas vu grandir, donc on n'a pas étudié là-bas, mais il est venu dans le lot de l'AFDEL. Il s'est retrouvé à Kinshasa, il se retrouve à Kinshasa et on tue celui qui l'a amené et lui il prend le pouvoir. Et c'est comme ça que nous le voyons. S'il puisse avoir des ennuis, et c'est normal, c'est quelqu'un qui a roulé tout le monde pour se faire passer pour un Congolais alors qu'il n'est pas Congolais. S'il a des ennuis, c'est bien. Voilà, c'est bien et nous voulons vraiment que ça aboutisse. Mais c'est bizarre, puisque Laurent Désiré Kabila a été président de la République, c'est Laurent Désiré Kabila quand même qui a détourné Mobutu. C'est Laurent Désiré Kabila, avec l'aide des Rwandais, des Ougandais, qui, entre-temps, a pu prendre le pouvoir une fois que Mobutu a été renversé. Or, Laurent Désiré Kabila a fait venir son fils, qui soit maintenant son fils biologique ou son fils adoptif, c'est quand même lui qui l'a fait venir en République démocratique du Congo. Comment on peut dire aujourd'hui qu'on ne le connaissait pas et qu'il est tombé presque de je ne sais quel cocotier? Ça fait bizarre, non? C'est une histoire à dormir debout. Parce que Laurent Désiré Kabila Mouzé est entré en République démocratique du Congo avec l'appui des 3 armées d'emprunt. L'armée rwandaise, l'armée ougandaise et l'armée burundaise. Bon, et ils sont entrés, ils ont signé des accords. Dès que nous entrons là-bas, qu'on prend le pouvoir, on va se partager ce pouvoir-là, les postes régaliens. En tout cas, nous allons, nous allons avoir vraiment, en tout cas, de quoi nous enrichir. Donc, c'est une mine d'or. Nous entrons là-bas. L'essentiel est que vous puissiez m'accompagner. Et on l'a accompagné. Il était accompagné de ces gens, pas sans parler seulement de Joseph Kabila. Donc, ce n'est pas son nom, c'est Hippolyte Kanambe. Il avait quelqu'un qui était ministre de Défense, qui était chef d'état-major, James Kabarebe. James Kabarebe était le chef d'état-major à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Mais quand on a dit seulement que les Rwandais quittent le Congo, James Kabarebe est parti de lui-même et pourtant, il a été récupéré au Rwanda et directement nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise. Et pourtant, on l'avait présenté comme étant congolais. Et il est devenu ministre de Défense, toujours là-bas. Donc, c'est lui qui était même le grand parce que Joseph, l'enfant adoptif, n'était pas encore, disons, à ce niveau-là. Il était bercé, il est resté avec une mission.
nous partons comme étant des étrangers, vous restez comme il vous a adopté. Et c'est à partir de vous que nous reviendrons prendre des postes ici en République démocratique du Congo. Madame, vous êtes membre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Mbemba. Qu'est-ce que d'abord Jean-Pierre Mbemba devient, qui a été lui-même mis en prison à la CPI. Il a été libéré après blanchi. Entre-temps, il est revenu. Il est dans le gouvernement actuel. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de ce qu'il fait et de ce qu'il dit? Par ailleurs, le Front uni pour le Congo, est-ce que vous êtes d'accord avec ce Front uni pour le Congo ou pas? Le Front uni pour le Congo, bah, c'est encore en gestation, c'est pas encore finalisé. Mais nous sommes dans l'union sacrée. Donc, dans l'union sacrée où on travaille avec dans le gouvernement actuel avec le président qui est le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est ensemble, on travaille avec lui parce qu'on a vu que il est le fils du pays, il est celui qui a le courage de déboulonner les envahisseurs qui sont là, et il dit la vérité, tandis que les autres cachaient toujours. Et Jean-Pierre Mbemba est vraiment fidèle au chef de l'État, et il travaille main dans la main. Mais madame, c'est une bonne nouvelle. C'est pas ce que disent les opposants. Faïlou, je vais passer la parole tout à l'heure à la jeune artiste. Faïlou a fait une très bonne conférence de presse quand il était de passage en France ici. À peu près, c'est pas ce qu'il dit. Et il trouve que notre ami Tshisekedi aurait pu faire mieux. Malheureusement, et il a raison, les choses s'empirent. Les Rwandais continuent à tuer les Congolais. Tshisekedi est là quand même, ça fait combien d'années? Comment se fait-il? Il n'a pas pris les bonnes décisions pour éviter ce qui arrive actuellement. La preuve, même les Américains maintenant s'en mêlent. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y aura maintenant l'espèce d'intervention des Américains pour que les Rwandais se retirent, par exemple, de la République démocratique du Congo. Alors, c'est très beau de dire que Tshisekedi est ceci et cela. Pourtant, les choses vont mal, madame. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire du bilan de Tshisekedi? Tshisekedi a retrouvé le pays tel qu'il est. Donc, les 18 ans de règne de Kabila n'ont rien apporté. Et c'est pendant ces 18 ans qu'il y a eu maintenant les 12 ou 15 millions de morts à l'Est. Il était toujours là. Il ne faisait rien. Ce n'est pas à l'époque de Mobutu qu'il y a eu des morts là à l'Est. C'est à l'époque de Joseph Kabila. Alors, on est en train de tuer. Et Félix vient de prendre le pouvoir. L'armée est déjà affaiblie. Donc les forces armées congolaises affaiblies par Kabila, qui a eu affaire aux officiers congolais. On a détruit, on a tué, il y en a qui ont fui pour pouvoir l'affaiblir et mettre des soldats rwandais. Et ce sont ces soldats rwandais dans l'armée congolaise. On trouve plus de 500 soldats, officiers rwandais qui sont en train de diriger et ils ne pouvaient rien faire. Le pays est tellement grand, il est là, il est en train, il ne travaille pas seul. Il y a le gouvernement et chaque personne a son rôle, a son cahier de charge et tout le monde travaille. Et ce que nous voyons de plus positif, c'est ce que les autres n'ont pas fait. C'est que Laurent, non, pas Laurent Désiré, il n'a pas pu avoir le temps, il est parti vite. C'est que Joseph Kabila n'a pas pu faire. Il s'est taisé. On tue, qui ne dit rien qu'on sent. Et c'était lui qui préparait tout avec Kagame. Kagame, c'était la télécommande. Et lui, il faisait semblant de travailler à Kinshasa, mais tout était dicté. Faites ça, dites ceci, va à tel endroit. Et il obéissait. À la longue, tout ce que Kagame lui disait. Voilà, mais Félix est arrivé.
il n'a pas, il ne sait pas lui mentir, il n'est pas hypocrite, il va tout droit aux choses, au but. Il dit carrément, clairement, que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais, madame, ce que vous dites est grave. Si Joseph Kabila a compromis son pays dans une guerre et dans un chaos, comment se fait-il Tshisekedi, une fois au pouvoir, ne l'a pas arrêté? Ça aurait été beaucoup plus intelligent, puisqu'il a mis le pays à genoux, puisqu'il a vendu le pays à des puissances étrangères, à des puissances mafieuses. Alors Tshisekedi, une fois au pouvoir, aurait pu l'arrêter. Comment se fait-il qu'il ne l'a pas arrêté? Nous sommes un pays démocratique où il y a la loi. Et Tshisekedi ne pouvait pas de lui-même se lever comme ça et puis directement donner l'ordre qu'on arrête Kabila. Parce que il y a eu des accords. Voilà, et je prends le pouvoir, je règne, voilà, pendant d'abord le premier mandat, et puis je postule le deuxième mandat, et dans l'entretemps, on travaille pour, en tout cas, reconstruire ce pays qui est presque détruit, quoi, qui est détruit, s'il vous plaît. Alors, bon, tout en étant attentif au pouvoir, aux institutions qui sont là. Il y a les juges qui devraient interpeller, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée générale, il y a donc le pouvoir judiciaire. Donc il ne pouvait pas, lui, en tout cas, faire n'importe quoi. Il attendait le temps. Et puis, Kabila a été élevé au rang de sénateur à vie. Quelqu'un qui est sénateur à vie. Et on lui payait beaucoup, beaucoup d'argent. Je parle de son salaire de 680 000 $ par mois, Absolument. à vie. Pendant aussi longtemps qu'il est en vie, il était là, donc il était immunisé. Donc Félix ne pouvait pas directement l'arrêter parce qu'il est chef de l'État. Non, il suivait le coup. Alors, la place de la jeunesse, je laisse la parole à la jeunesse, parce qu'il faut quand même que les jeunes Congolais se sentent chez eux, qui s'épanouissent. Un pays riche comme la République démocratique du Congo, sa jeunesse devrait rester à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs. Alors, Laetitia, si tu peux poser quelques questions. Oui, moi, c'est pour appuyer sur ce on vient de dire. Vous avez justement dit que la République démocratique du Congo est un pays démocratique, avec des lois, avec de la justice. Il s'avère, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais moi je crois vraiment aux synchronicités. Sur mon chemin en venant ici pour l'émission, je suis passée devant trois jeunes collégiennes, je pense, dont une, on va dire, d'origine vraiment africaine et d'autres peut-être européennes ou Afrique du Nord. Et elles expliquaient que ils avaient une épreuve, enfin leur professeur leur a demandé de citer des génocides. Et la collégienne d'origine africaine a dit qu'elle a cité comme génocide ce qui se passe au Congo. Et la professeure lui a dit visiblement que ce qui se passe au Congo n'est pas considéré comme génocide. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais comprendre. Quand justement on dit qu'un chef d'État reprend, qu'il a vu le pays tel qu'il est aujourd'hui, mais avec les lois que nous avons, avec justement l'organisation judiciaire, politique, enfin, qui est mise en place, comment se fait-il qu'en 2025, ce qui se passe actuellement, et vous dites que justement Tshisekedi a vu le pays à terre et qu'il n'est pas responsable, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces atrocités ne sont-elles pas reconnues telles qu'elles sont, comme un génocide, et qu'aujourd'hui la jeunesse de notre génération puisse encore se questionner avec tout ce qui est avéré sur justement la justification du fait que le pays est en train de vivre un génocide, et comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit encore à le questionner et je peux pas dire que rien n'est fait parce que vous dites que justement des choses sont en place, mais qu'est-ce qui est vraiment mis en action pour le justifier et pour essayer de l'arrêter?
même si c'était fait avec Joseph Kabila ou autre, mais moi, ça m'a vraiment interpellée de voir qu'aujourd'hui, des étudiantes puissent encore se poser la question parce qu'un professeur leur dit que ce n'est pas le cas, alors qu'il y a quand même toutes les démonstrations, tous les faits avérés pour dire que le pays vit et a vécu un génocide. Et comment se fait-il qu'en 2025, on se pose encore cette question? Bon, nous disons, quand nous prenons Paul Kagame, le président rwandais, le voyant lui-même, en voyant la superficie de son pays et puis les moyens qu'il dispose, un petit pays comme le Rwanda ne pouvait pas normalement mettre l'éléphant de l'Afrique à genoux. Et Kagame, il est là. Mais il est soutenu, normalement, lui, il est soutenu par les grandes puissances. C'est un complot international. Un complot qui est fait, qui est monté pour qu'on puisse dépiécer la République démocratique du Congo à cause de ses richesses. Comme dit l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette est en République démocratique du Congo. Donc, si le Congo s'est développé, alors c'est toute l'Afrique qui va se développer. Mais je me demande, est-ce que le monde entier a besoin que l'Afrique se développe? Surtout l'Europe, parce que si l'Afrique s'est développée, ben vraiment, mais je ne sais pas qui restera travailler ici, parce que même je vois que l'Afrique, c'est même l'avenir, l'avenir je peux dire, du monde. Alors, maintenant, ce qui se passe là-bas, on était en train de tuer, et Kagame, est-ce qu'il a les industries qui fabriquent les armes là-bas au Rwanda? Il n'y en a pas. Mais il a toutes les armes sophistiquées, il a ça. Et il est supporté par les États-Unis qui lui donnent tout. Donc, en munitions, il a des aides, on appelle ça des aides, pour la formation. Moi, je pense que presque tous les Rwandais sont formés comme étant des militaires, des commandos, de réserve. Donc, chaque mois, il a toujours beaucoup de millions de dollars qu'on lui donne pour qu'il puisse entretenir son armée et que cette armée fasse son travail, le sale boulot en République démocratique du Congo. Et on le programme le premier exportateur du coltan. Le coltan qui ne se trouve pas dans son pays, le coltan de la République démocratique du Congo. Son armée est au Congo, son armée pille là-bas et tout le monde pille, on lui donne, et les avions, je peux dire du monde, parce que la France aussi, ça atterrisse à Kigali et transporte ces matières premières, bon, on vient vendre à presque, voilà, presque gratuitement, quoi. Donc, en faisant ça, il est récompensé, il a beaucoup, beaucoup d'argent, tout l'argent qu'on lui donne. Et le pays est petit, il essaie de construire un peu quelque chose là pour montrer qu'il est bien. Et tout ce qu'il est en train de faire, là, les gens qui l'empêchent de bien travailler là-bas, ce sont les Congolais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer au Congo, il faut tuer, exterminer les Congolais. Il faut utiliser le sexe, le viol comme étant l'arme pour violer tous les femmes, les enfants, et même les enfants de 18 mois, les fillettes et tout ça. On les viole, on les tue et tout ça. On est en train de décapiter les gens. Et puis quand les gens fuient, ils rentrent là-bas et ils se disent Congolais. Alors, je ne sais pas pourquoi eux qui ont un pays vraiment bien construit, mais ils ont honte de se présenter comme étant des Rwandais. Mais ils veulent seulement la nationalité congolaise. Partout, ils se présentent, ils se font passer pour des Congolais, alors qu'ils ne sont pas Congolais. Et le rapport Mapping, qui était rédigé, pas par les Congolais, mais rédigé par les ONG internationales sur place qui ont vu, il y a ça. Ils ont dit que non, ce sont les Rwandais qui tuent au Congo, qui font tout, et tout. Quand ça arrive aux États-Unis, mais on met ça dans les tiroirs, on n'en parle pas. Et c'est depuis des années. Et chaque année, ça ne fait que s'augmenter. Donc, on ne considère pas ce qui se passe là-bas comme étant des génocides, comme on le dit là. On s'assoit là-dessus, sur le sang des Congolais, pour qu'on puisse s'enrichir. Et il est vraiment, en tout cas, encouragé
Et quand il le faisait, il y avait les États-Unis là-bas. Il y avait l'ONU, force, voilà, l'ONU qui était sur place et qui travaillait là-bas. Bon, il voit, avant, c'était une force comment on appelle ça? C'était une force d'interposition. Ouais, c'était d'interposition pour voir, juste constater ce qui se passe et on voyait comment on tuait et tout ça. Il faisait des rapports. Il n'intervenait pas. Alors, ils sont au nombre de 20 000 casques bleus. Ils étaient là, ils font tout. Mais les Congolais ne peuvent pas aller de l'autre côté. On les empêchait de faire quoi que ce soit. Mais du coup, ma question, c'est, Mhm. puisque vous nous avez dit que justement le président actuel œuvre, qu'il y a une équipe, voilà, que le pays est grand, que chacun qui a un cahier des charges, mais du coup, quelle est-elle face à cela? Parce que c'est vrai que c'est un fait que, bon, comme vous nous l'avez dit, maintenant qu'il y a cette conscience sur ce qui se passe, qu'est-ce que le pays, avec ses ressources, avec sa population, qui est quand même aussi nombreuse, quel est ce cahier des charges vis-à-vis de cela? Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'en fait, que malgré toute la richesse que le pays possède, toutes les ressources que le pays possède, ben, on ne peut rien faire? Et auquel cas, pourquoi on ne le dit pas clairement? Ou est-ce qu'il y a réellement un cahier des charges qui est en cours, mais qui n'est pas forcément communiqué aussi clairement sur ce sujet, mais qui permettrait aussi, notamment à la jeunesse, parce que je le répéterai jamais assez, le continent africain a une population dont la plus jeune du monde, et la République démocratique du Congo en fait partie de par déjà sa taille, sa superficie. Donc, qu'est-ce qui est fait, sans compter même la diaspora aussi qui lève sa voix et qui s'exprime sur le sujet, et les amis de l'Afrique aussi, parce que ce n'est pas que la diaspora, mais du coup, clairement, puisqu'on dit que le président actuel œuvre pour le pays et s'est retrouvé face à énormément de déboires, mais quelle est sa politique en place D'accord. pour nous montrer que des actions sont dans le cahier des charges et qu'un changement est peut-être à venir? Ok. Il a d'abord commencé un travail voilà, de diplomate. Sa diplomatie a vraiment rapporté pour montrer que le Paul Kagame, qui se fait passer pour un saint, non, c'est lui l'assassin. Et tout ce qui se fait là-bas, il est un grand menteur. Ils appellent, donc ils ont la violence dans le sang, ils ont le mensonge dans le corps, et puis ils trompent facilement, ils n'acceptent pas pour dire que non, ce sont eux. Non, ils disent non, les Congolais s'entretuent entre eux. Les Congolais sont, je ne peux pas dire des saints, mais ce sont des gens qui sont incapables même d'écraser une mouche. Tellement qu'ils aiment tout le monde, donc ils sont hospitaliers, ils ne peuvent pas... Non. Alors, mais les Rwandais, Kagame, mentait toujours, trompait. Quand on dit, non, on parle de... Non. Ils sont en train de mentir. C'est pas ça. Et puis, lui, il ne sait pas sécuriser son pays. Et voilà, des trucs comme ça. Alors, mollo, Félix Antoine Tshisekedi a commencé maintenant à travailler pour juste montrer tout à la communauté internationale. Et les États-Unis ont vu, voilà, je crois que les enquêteurs du monde entier ont vu et ils sont arrivés à la conclusion que effectivement c'est le Rwanda donc c'est Paul Kagame qui attaque le Congo. Le Congo, c'est lui qui tue, c'est lui qui fait tout, même il finance même les milices congolaises, et puis son armée est là-bas, juste pour tuer le génocide en question là. Ça. Alors c'est reconnu, comme c'est reconnu, Dieu merci, parce qu'on ne reconnaissait pas ça. Mais c'est un travail, voilà, un travail terrible. Nous le félicitons à travers le monde entier. Il a fait un travail qui n'a jamais été fait. Il n'a jamais fait. Alors maintenant, comme on a fait, et que maintenant, il faut pas seulement reconnaître, on le reconnaît, mais il faut maintenant qu'il y ait maintenant des sanctions. Il y a des sanctions qui commencent à tomber et qui tomberont, mais il faut vraiment qu'il y ait réparation.
Il y a beaucoup de choses. Donc, on y va, comme c'est un grand dossier, et on est en train d'étudier cela. Et ça va, en tout cas, nous disons félicitations à notre président, Félix Antoine Tshisekedi. Bravo, mais c'est bien de féliciter. C'est mieux de prendre de bonnes décisions. Ouais. Puisque vous savez qu'il y a un génocide dans votre pays, vous dénoncez des millions de Congolais assassinés. Pourquoi le président ne saisit pas la CPI en disant, voilà, Paul Kagame est un génocidaire, Paul Kagame est un assassin, Paul Kagame mérite d'aller à la CPI. Je vous pose la question, madame. Il faut être, à mon avis, positif. Paul Kagame, dans ces conditions, doit être traduit devant la CPI. Alors, Tshisekedi, qui fait du bon boulot, après déjà 2 mandats, il va vers la fin de son 2e mandat. Ben oui, madame, c'est important. Il veut même faire un 3e mandat, m'a-t-on dit. Mais j'espère qu'on n'en est pas encore là. La moindre des choses, de la part de Kagame, de la part de Tshisekedi, avant même la fin de ce 2e mandat, c'est de dire à la CPI, traduisez Kagame devant vos instances internationales juridiques. Pourquoi il n'a pas fait jusqu'ici un président aussi intelligent et aussi dynamique? Il fallait vraiment, en tout cas, qu'on mette sur la table tout ce les crimes commis par Kagame et par Kabila, par Kabila. On sait très bien qu'il a fait ça, il a fait ceci, on est en train d'étaler, on voit, et puis on a même ses plus proches qui ont travaillé avec lui, qui savent très bien qu'ils ont fait ceci sur ordre de Kabila, et Kabila ne disait mot, il était vraiment en tout cas à l'école de Kagame, et de lui-même, je crois qu'on l'a pas arrêté, mais il est parti de lui-même, il est sorti d'abord comme ça, de lui-même, mais le dossier suit son cours. On sera traduit en justice. D'ailleurs, on a même interdit maintenant son parti politique, le PRD, de se réunir. On ne peut plus se réunir et tout ça parce qu'ils peuvent se réunir pour faire d'autres montées de coups d'État et tout ça. Non, c'est interdit, mais il a des difficultés. Il y a un ministre qui s'occupe juste de ça, de justice, et qui s'occupe de ce dossier-là. Et même, je crois, l'Assemblée nationale s'était réunie, les députés s'étaient réunis pour d'abord enlever l'immunité de Laurent Désiré Papa, pardon. Joseph Kabila. Faut pas mélanger tout. Ouais. Voilà. Et Joseph, et maintenant, quand il sera maintenant comme tout le monde, et puis après il sera traduit à la CPI. Madame, votre pays doit s'en sortir. Que deviennent dans tout ça des gens comme Katumbi? Katumbi est un poids lourd de l'opposition, qui a beaucoup d'argent, qui veut être président de la République. Que ces opposants, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour que, d'une façon ou d'une autre, ça s'arrête, ces génocides? Est-ce qu'ils sont actifs? Ils sont patriotes? Je parle de Moïse Katumbi. D'accord. Oui, mais il faut que des opposants de poids lourds comme ceux-là soient du côté de Tshisekedi pour sauver ce pays, madame. Wow. Alors, je vous comprends. Je vous comprends. Oui, vous me comprenez, mais vous devez me répondre. Alors, le problème qui est là, c'est que on ne force pas quelqu'un de faire ce qu'on veut. On était tous ensemble dans l'union sacrée et Katumbi a préféré se retirer parce que l'union là, c'est pas bon. Il s'est retiré, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, il fait sa campagne, et puis on ne sait pas. Il va continuer à faire cela jusqu'en 2028 pour se représenter encore comme étant candidat. On ne sait pas. Mais est-il que dans l'union sacrée,
il y a des gens qui se sont levés et qui disent maintenant la vérité et qui sont en train... Jean-Pierre Bemba, par exemple, voilà. Il est en train maintenant de recruter, donc il mobilise les jeunes, il les intéresse à leur pays. Il dit, mais n'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne, disons, protéger, sécuriser notre population. La population, vous êtes, voilà, vous êtes nombreux, les jeunes, vous êtes vraiment nombreux, faites tout pour vous contenter. Et puis, il faut avoir l'amour de servir sous le drapeau. Alors, voilà ce que vous pouvez, ce qu'il y a de mieux. Si vous vous levez pour servir le pays, vous ne serez pas seulement pour les universitaires, vous ne serez pas seulement là en bas de sergents, de caporaux. Non, il y a des postes clés, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Dans l'armée, on trouve tout. Il y a des gens qui sont là, qui sont des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs, il y a des pilotes, il y a, dans l'armée, il y a tout, il y a des médecins, vous pouvez vraiment servir votre pays tout en étant comme ça. Il est en train de les intéresser. Voilà, il y aura ça. Et puis, vous ne pouvez pas vivre avec un salaire de misère. Non, même ceux qui sont, pour le moment, ils sont en train de défendre le pays, leur salaire doit être révisé. On a même multiplié le salaire, je ne sais pas, par 10 ou quoi, ce qu'ils touchaient avant. Mais maintenant, bah, ils sont parce que, voilà, ils ne peuvent pas mourir pour rien. On a dit, il faut vraiment qu'ils soient bien rémunérés pour qu'ils puissent avoir même cette envie de servir le pays. Alors, c'est un travail qu'on est en train de faire et qui aboutit parce que même les femmes, on a dit, les femmes, même si vous n'êtes pas à l'école, vous êtes au marché. Là où vous êtes, vous devez jouer le rôle d'informateur. Un formateur, vous voyez quelqu'un, vous voyez le groupe de gens qui ne sont pas des habitants du Perth, vous voyez un mouvement suspect, allez vite, renseigner. Donc, vous donnez l'information. Et les autres, maintenant, vont entrer maintenant, pour voir, pour enquêter, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avant de détruire un pays et tout ça, on entre toujours pour avoir d'abord des infos. Il y a des infiltrations, avoir des informations par-ci, par-là pour pouvoir agir. Alors, tout le monde est sensibilisé. Vous aimez votre pays, voilà ce que vous devez faire. Alors, les gens sont sensibilisés, donc lui, il le fait de son côté. On attend que les autres le fassent aussi. Mais il est en train de faire la jeunesse. Nous allons partir, mais le pays, c'est à vous. Mais si vraiment vous ne faites rien, n'attendez pas que les Français viennent là-bas pour défendre votre pays. Ils ne vont pas mourir pour rien. Et même si on les prenait, s'il vient un Français, va toucher quel salaire? S'il vient comme ça, voilà, comme même les mercenaires, mais il va toucher le salaire de 100 soldats. Vos rapports avec votre ancienne puissance coloniale qui est la Belgique, quels sont d'abord l'état dans lequel se trouvent ces rapports entre la République démocratique du Congo et la Belgique? Ensuite, nous devons rendre hommage aux prêtres, les catholiques qui se réunissent et qui ont toujours dénoncé les imperfections, la corruption, les injustices. Nous leur rendons hommage ici et vous êtes bien placés pour le faire parce que vous êtes congolais de la diaspora, vous y allez souvent. Ensuite, nous aimerions, puisque vous êtes sur ce plateau, avoir Jean-Pierre Bemba lui-même, comme nous souhaitons avoir notre ami Fayilou prochainement quand il sera à Paris. Je vous pose la question principale. Vous êtes membre de ce qu'on appelle le mouvement de libération du Congo. Et on n'a jamais vu Jean-Pierre Bemba depuis qu'il a été gracié, blanchi par la CPI, jamais à Paris. On ne le voit sur aucun plateau de télévision. Or, la communication est importante. Comment lui, qui devait servir d'exemple, qui devait apporter la lumière, comment se fait-il? Il se fait tout petit dans son ministère. Voilà les trois questions. On rend hommage aux prêtres, aux catholiques, et on veut savoir comment la République démocratique du Congo aujourd'hui vit en bonne entente avec la Belgique. Et maintenant, la troisième question, est-ce que nous allons avoir le plaisir un jour d'avoir Jean-Pierre Bemba sur notre plateau?
Ok. Bah alors, on peut d'abord commencer par les catholiques. C'est pas, ils sont pas seulement les catholiques. Il y a les catholiques, il y a l'Église du Christ au Congo, donc les protestants. Donc il y a ces prêtres, ces pasteurs qui sont là et qui travaillent au Congo. Ils ne travaillent pas dans un bureau enfermé, ils ne travaillent pas dans une poulaille, voilà, ils travaillent sur la population. Donc, eux, ils sont là, ils s'occupent de l'homme, du chrétien. Ils s'occupent, le chrétien, c'est un homme qui est là, qui doit d'abord être propre, qui doit avoir à manger, qui doit se faire soigner. Donc, tous ces besoins-là, il faut le faire. Et les catholiques, ils voyaient très bien que l'État ne répondait pas à ça. Le catholique a pris cette mission-là. Donc, les bonnes écoles, les protestants, les bonnes écoles sont des écoles de missionnaires. Ils enseignent très bien. Ils s'occupent des orphelins. Ils nourrissent les gens. Ils font faire des champs pour nourrir des populations, des dispensaires, des hôpitaux et tout ça, construits par les missionnaires. Ils ont fait ça. En tout cas, de ce côté-là, ils travaillent très bien. Mais ce sont ces mêmes personnes, cette même population que l'État est en train de gouverner. Et quand l'État de vie, eux, ils voient, ils sont là, ils enseignent. Ils disent, ils enseignent la morale et ils enseignent aussi le respect de l'autorité. On fait ça, on fait ça. Alors, mais quand l'autorité est en train de déconner, on se réfère à la Bible qui est la constitution disons, de l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit? Eux disent ça. Prenons le cas. Maintenant, mariage homosexuel. Vous vous aimez, vous allez là-bas, vous bénissez. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne dit pas ça. Non, pas ça. Ne suivez pas ça. Vous venez, oh non, vous pouvez nous marier, nous aimons. Jamais. Ce qu'on doit faire, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes là et notre employeur, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc, nous sommes en train de voir l'homme et faire de sorte que cet homme soit vraiment saint, que le côté spirituel soit vraiment en harmonie avec son Dieu, en harmonie avec le semblable. Donc, il ne faut pas appuyer le mal. Ils disent la vérité, le remettent tout le monde sur le chemin. Mais quand il y a l'autorité qui, lui, veut pratiquer l'injustice, lui se lève et dit non, ce n'est pas juste. Quand il voit quelqu'un qui est en train de tuer, il dit Dieu ne veut pas ça. Il le reprend. Mais il y a des gens qui sont fanatiques de la violence, mais qui voient en mal cela. Oh non, mais pourquoi c'est... Et puis, ils apprennent même aux gens qu'il faut même les pardonner. Vous voyez quelqu'un qui fait du mal et tout ça, vous le pardonnez, mais vous le demandez, vous priez pour que Dieu, que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur, qu'il soit transformé. Parce que s'il est transformé, directement il change, et directement il ne sera pas haineux, il ne sera pas jaloux, il va abandonner ce qu'il fait comme le mal là. De ce côté-là, il redresse les gens. Ils font un travail terrible. Et ils se permettent même d'aller à la rencontre de celui qui fait du mal pour le voir. Non, pourquoi vous faites ça? Abandonner, ce n'est pas bien, etc. De ce côté-là, ils sont là, ils travaillent, ce sont, voilà, les religieux, les prêtres et les pasteurs qui font leur travail suivant la direction de leur employeur, qui est l'Éternel des armées, Dieu, et surtout, il passe par Jésus-Christ, qui a tout accompli pour eux. Alors, quand nous partons maintenant avec les rapports avec la Belgique, oui, mais c'est bon, la Belgique est déjà... Et là, il n'y a pas de problème avec les Belges. Nous sommes en bon terme avec le Belgique. Troisième question, c'était... Troisièmement... Je dis que, est-ce qu'on va avoir Jean-Pierre Mbemba sur notre plateau? Ah, d'accord, très bien. Au même titre que... Voilà. Si on va avoir Baïlou bientôt, d'accord, à son prochain voyage, nous aurions aimé avoir Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi. D'accord, très bien. Et même Tshisekedi.
Voilà. Parce que la communication aujourd'hui est importante. Les Congolais doivent le savoir mieux que quiconque. Si vous êtes avec les bons journalistes sur le bon plateau de télévision, on vous entend mieux et on vous comprend mieux. Nous avons ce qu'on appelle la mafia de l'information. La mafia de l'information, c'est elle qui casse actuellement ce que j'appelle la morale. En République démocratique du Congo, Kagame, il a compris. Kagame, il a pris tous les mauvais journalistes sont avec Kagame. Toute la mafia de l'information reste avec Kagame. Et là, vous, qu'est-ce que vous faites? Il faut en sortir. Ok. D'abord, si nous commençons avec Kagame, nous avons dit que la théorie du mensonge. Le mensonge. Alors, il a l'argent qu'il pille là-bas. Avec cet argent, il finance un réseau de journalistes qui sont là, qui n'ont pas de moyens. Donc, il crée. Et que vous voulez faire ceci, voilà l'argent et tout ça, vous serez comme ça. Donc, ils sont là. Et puis, leur travail, c'est d'induire toujours les gens en erreur avec de fausses informations. Ça, c'est Kagame. Ce n'est pas l'argent des assureurs. Voilà, ce sont des choses pillées. Alors, bon. Maintenant, nous revenons à d'abord Jean-Pierre Bemba. Il sort de la prison. Il n'est pas venu à Paris et tout ça. Tout était déjà préparé. Préparé pour qu'il puisse venir à Paris. Préparé. Il y a même une équipe avec Dr Mbungani qui était là. Notre chef pour jouer le rôle de ministre des Affaires extérieures. Tout préparé pour que Jean-Pierre Bemba vienne ici. Et ils préparent, ils vont le voir, et voilà, pour le séjour, on a fait ceci, vous allez vous adresser à tel, et tout ça, voilà. Bon, vous donnez 50 000 euros, et puis on fait la conférence et tout. Alors, directement, moi, on me signale. On me dit, mais voilà, il y a une équipe de gens qui veulent faire venir Jean-Pierre Bemba ici. Moi, je ne savais pas. J'appelle Mbongani. Docteur Mbongani me dit, ah oui, je croyais que vous étiez informé. Vous n'êtes pas informé? Ah non, ça va alors. Je vais leur dire de vous appeler. Et il m'appelle, il dit, mais docteur Mbongani a dit qu'on puisse travailler ensemble pour accueillir Jean-Pierre Bemba ici. Nous sommes partis Saint-Denis, quelque chose comme ça, dans une réunion. On dit, bon, on fait des commissions et vous serez là et tout. Il y a telle commission, telle commission. Bon, et l'argent, voilà. Et un membre du MNC France, Guy, il dit, moi j'entre dans la commission des finances. Il dit, ah non, protocole. Il dit, quoi? Il dit, pourquoi ça? Alors, on voyait que c'était flou. Donc, on était informé de tout ce qui se passe. Directement, on a signalé ce qui se passe là-bas. On ne sait pas bien ce que vous faites et tout. Il présente. Et j'ai appelé le président. J'ai communiqué, j'ai dit, voilà, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, hein, ce qu'ils sont en train de faire là. Et puis, il y en a qui se lèvent ici, qui disent, les combattants, ils font des bulles, ils disent, s'il arrive ici, on va le moutakaliser, on va le taper, on va faire comme... Je dis, bon. Donc, le MNC n'est pas informé, ce sont des histoires, ils veulent créer du désordre pour qu'on dise que cet homme, quand il est en prison, on était tranquille, mais on les libère. Regardez maintenant, il y a du désordre là-bas, de l'autre côté. Ça ne va pas, c'est pas sérieux. Il a dit, bon, c'est vrai, je ne viendrai pas. Directement, il a appelé Mbongani. Mais comment est-ce que vous pouvez me faire venir là-bas? Parce que MNC France, c'est comme mon ambassade. Alors, l'ambassade n'est pas connue, ne connaît pas ça. Je ne peux pas aller là-bas. Et tout ça. Alors, je vais vous mettre à voilà. Donc, il a refusé de venir parce que ça allait causer des problèmes, de dégâts. Et puis, directement, il a quitté. Il avait déjà le passeport pour rentrer au pays. Et il est rentré au pays parce qu'il devait postuler. On arrive là-bas, il y a eu des blocages parce que Kabila a craignait. Ça, c'est côté. Mais Jean-Pierre Bemba n'a pas vraiment, ne craint pas le micro. Il passe dans des chaînes. Il a des chaînes de télévision. Et à Kinshasa, et en province, il a des chaînes de télévision. Et partout, il se déplace avec des journalistes. Et même ces ministres, par exemple, ministre Eve Bazaïba, quand elle se déplace, mais elle se déplace avec des journalistes.
Et quand on arrive dans un pays, par exemple ici, on sait très bien qu'on va voir tel média et tout ça, et on prend contact avec les journalistes, on le fait. Conférence de presse, par exemple. Oh, vous avez besoin de le voir, l'interview, vous vous rendez là-bas parce qu'il y a une conférence de presse et tout ça. Donc, on n'a pas tellement le temps de dire, je ne peux pas vous rassurer, dès qu'il arrive, je veux l'amener ici, mais nous pouvons aller vers lui, et l'intéresser, et puis il peut toujours répondre Alors, aux madame, questions. je vous mets à l'aise. Si Jean-Pierre Mbemba vient sur le plateau d'Africa One à Paris, il n'a rien à donner. On ne lui demande même pas un centime. Ce que nous le faisons par patriotisme. Dites-le lui que l'ancien Camara et Laetitia ont dit que s'ils vous reçoivent sur le plateau d'Africa One lors de votre prochain passage à Paris, vous n'avez rien à donner. Attention, qu'on le fait par patriotisme parce que nous aimons la République démocratique du Congo. Deuxièmement, madame, quand nous, à l'époque, on invitait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Angoulou, vous vous en souvenez, au centre d'accueil de la presse étrangère. On a souvent invité l'ambassadeur, mais les ministres à l'époque. Vous vous en souvenez, quand je faisais ça. Ouais. On n'a jamais demandé un rond. Et en plus, Angoulou a été un excellent ambassadeur, madame. Il a été un très bon ambassadeur. C'est lui qui a, disons, modernisé l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. C'est lui qui a financé le fait qu'il fallait, parce qu'à l'époque, l'ambassade n'existait même pas, avant Angoulou. Il n'y avait rien. C'était une ambassade tellement sale, tellement crasseuse, que, non, c'est la vérité. Mais on a invité Angoulou, on a invité à l'époque le ministre des Affaires étrangères, et rassurez-vous, la dernière conférence de presse, quand le ministre, comment il s'appelait, qui était avec Angoulou, qui avait été tabassé à Londres, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Chez Okitondo. Voilà. Oui. Sa dernière conférence de presse, c'est nous qui l'avons tenue au Cap. À l'époque, les combattants disaient, si jamais il vient, on va le tabasser. On a pris des mesures de sécurité. On a dit aux Français, écoutez, il y a le ministre des Affaires étrangères que nous recevons au Cap, il n'est pas question que les combattants viennent le taper. Ça s'est très bien passé. On a fait une très bonne conférence de presse. À l'époque, hein, je dis bien à l'époque. J'étais là. Tu étais là? Oui. Ça s'est très bien passé. Et on a dit au ministre et à l'ambassadeur, on vous fait passer par une porte dérobée et vous partez. Et c'est après qu'il est allé à Londres. Maintenant, ça c'est terminé. Nous voulons recevoir les personnalités de la République démocratique du Congo en toute entente et en toute cordialité et en toute transparence sécurité. Aussi. Voilà. Ah ben oui, madame. En tout cas, moi je dirais très bien que ce n'est pas l'argent qui compte pour faire véhiculer un message. Jean-Pierre Bemba ne peut pas vraiment garder l'argent pour... Non, c'est pas pour ça. C'est question de temps. Il est là, on demande à temps et ils peuvent ne pas. Mais c'est que le plateau, c'est comme on le dit là. Donc, je le dis très bien. C'est question de s'organiser. Fayoul, on a failli recevoir Fayoul, mais Fayoul, le temps, ça ne lui a pas permis de... Ouais, voilà, ben, il est parti, mais il aime bien aussi passer sur les médias. Hein, et voilà. Donc, ayez vos apaisements aussi. Donc, c'est pas l'argent qui peut vraiment, en tout cas, faire de sorte que qu'on ne puisse pas intervenir sur ce plateau. Et ce sera quand même quelque chose de bien, une émission de plus, hein, et une personne qui parle, bon, parce qu'il y a des grosses légumes aussi, hein, donc de déplacer comme tel, parce qu'à un certain moment, il y a même des gens qui me disaient, oui, mais faites venir par exemple tel ministre, qu'elle vienne, donc il va payer le billet. Le billet pas seulement seul, il doit avoir garde-corps, il doit avoir disons son attaché de presse, et puis loger à l'hôtel, venir pour participer à l'émission, et puis manger et rentrer. Non, c'est lourd. Hein, quand même. Mais madame, je vous remets à l'aise. Merci. Avant de passer la parole à Laetitia. Voilà. Laurent Désiré Kabila a fait un seul voyage à Paris. Il a été reçu par Jacques Chirac. Laurent Désiré Kabila. D'accord. Et il nous avait contacté avec votre compatriote qui est décédé,
Mobé, qui est décédé. Anissé Mobé. Voilà. Il nous avait contacté avant de venir à Paris, parce qu'il avait confiance en nous, de lui consacrer le numéro d'Afrique à réalité perspective. Je vous ai déjà montré. Il est venu, il a été bien reçu par Chirac. Nous avons couvert ça. Au moment où Chirac l'a mis à Chirac, on a fait la photo. Je l'ai encore. Tu as certainement vu. Je voudrais que vous le sachiez. Nous faisons la même chose pour tout chef d'État, parce que Laurent Désiré Kabila représentait à l'époque une grande espérance. Quand un chef d'État représente, c'était comme ça, une espérance, nous sommes ouverts à ce chef d'État. C'est la raison pour laquelle le numéro, je l'ai encore, vous l'avez certainement, puisque je vous l'ai donné à plusieurs reprises, nous sommes décidés à mettre en lumière les porteurs d'espérance de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle on aurait aimé avoir Fayou aujourd'hui. On l'a pas, j'espère qu'on l'aura. Et en même temps, nous espérons avoir tôt ou tard notre ami Mbemba, Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba devait être aujourd'hui le porteur de lumière. Je le redis. Il a été embastillé à la CPI. Il en sort blanchi. Il devient ce que j'appelle quelqu'un maintenant qui devient incontournable. Et c'est pourquoi il faut l'avoir sur un plateau qui n'est pas son plateau à lui. C'est-à-dire que c'est bien beau. Si on l'a sur le plateau de sa propre télévision, tout lui sera favorable. Il faut prendre ça comme une richesse s'il peut venir sur d'autres plateaux. C'est pourquoi on l'attend quand il veut, comme il veut, grâce à toi qui la représente. Et je passe la parole à la jeunesse. Laetitia. Je pense que tout a été clairement dit et évoqué. Effectivement, nous, on serait ravis de pouvoir recevoir les porteurs de lumière et surtout les porteurs de messages et des messages en reflet de la communauté, de la population et de sa jeunesse et de pouvoir le faire diffuser puisque vous disiez tout à l'heure que les opposants qui ne sont pas dans la même direction payent des médias justement pour pouvoir faire passer leurs messages contraire. Et aujourd'hui, on est dans une ère où nous avons la possibilité d'avoir justement des médias qui veulent faire passer les messages positifs et alignés avec le changement qu'on veut voir. Donc, on serait plus que ravis. Et la jeunesse et tous les amis du Congo et même de l'Afrique seraient plus que ravis de pouvoir le recevoir pour montrer que les choses changent et que le changement n'est pas que simplement avec la parole, mais aussi en action. Donc, on espère qu'on pourra pouvoir justement véhiculer ce changement-là qui est porteur d'espoir. D'accord. En tout cas, là, c'est très bien, ce souhait est légitime et c'est normal. Et puis, pour moi, c'est une fierté de voir qu'il y a des gens qu'on veut recevoir dans ce studio pour qu'ils puissent se parler. C'est quelque chose de bien comme Jean-Pierre Mbemba. Je le trouve très sage pour le moment. Pourquoi? Parce que les 10 ans qu'il a passé à la CPI, à ne rien faire, pour rien et tout ça, après 10 ans, on l'a blanchi. Mais pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'il faisait quand il se lève le matin? Je crois que avant de prendre son petit déjeuner, il prie, il pense à sa vie, la famille. Il n'a pas vu les enfants grandir. Madame de laisser de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il a pu oser créer le mouvement de libération du Congo. Et ceux qui avaient commis les forfaits, ils étaient là. On ne les avait pas tués. Hein. Au Centrafrique, on ne les avait pas tués. Mais ils étaient là libres. On dit, c'est seulement le chef, il a porté le chapeau seul. À un certain moment, moi, je disais, mais non, il ne pouvait pas. L'infraction est individuelle. Il fallait qu'on poursuive ces gens-là, qu'on le laisse. Il n'est pas Jésus-Christ pour prendre le fardeau du monde entier. Non. Il a dit, il a accepté, il a assumé. Et puis après, on a vu qu'il était innocent. Après 10 ans, on l'a libéré. Donc, tout ce temps, il était en train de penser, de philosopher. Et il commençait un peu à ne pas trop parler. Donc, je dis, parce que quand vous connaissez, nous, les journalistes, nous pouvons bien véhiculer le message. Et les gens qui écoutent le message, il y en a qui interprètent autrement. Il a dit ceci, il a fait ceci, et tout. Voilà. Donc, il est devenu sage, mais il est là. Donc, il n'est pas mauvais. Il ne craint pas, il ne fuit pas les journalistes. Il est bien. Pour moi, c'est quelque chose de bien.
et le message lui parviendra. Et dès qu'il sera de passage à Paris, et pourquoi pas, je l'amènerai ici. Avec Bravo. grand plaisir. Voilà le Merci. dernier mot Voilà. qui revient à la journaliste congolaise Anastasie Mutoka. En tout cas, nous sommes très fiers de l'avoir reçue. Eh oui. À défaut de Faïlou, elle a été, à mon avis, à la hauteur de la tâche. Elle a expliqué la situation telle qu'elle est. Espérons que, comme elle le dit, nous aurons sur ce plateau assez rapidement Jean-Pierre Mbemba. Mais je veux aussi, comme vous aviez fait des éloges à notre ambassade, le feu Ngoulou, il a modernisé l'ambassade. Mais moi, je vous invite, en tant que président de l'Union internationale des journalistes africains, dont je fais partie, je suis membre, je vous invite à visiter l'ambassade de la République démocratique du Congo aujourd'hui. On le fera. C'est Avec chic, grand plaisir. avec l'ambassadeur Émile Ngoy. Ah non, c'est formidable. Alors on Tout invite est- Émile Goy déjà. Voilà. Alors dites-lui qu'il est invité sur ce plateau. Voilà. Et vous lui enverrez justement Mm. tout ce qu'on dit là. On va vous l'envoyer sur votre téléphone portable et vous le Voilà. lui envoyez. Vous dites que Il est le l'ambassadeur, bienvenu. que nous l'invitons. Voilà. Comme on a Merci fait avec beaucoup. Angoulou à l'époque, Merci. comme on a fait avec beaucoup d'autres Congolais. Mhm. Vous dites que l'ancien camarade, le président de l'Union internationale des journalistes africains avec Laetitia, Mhm. serait heureux, fier de recevoir l'ambassadeur sur ce plateau. Et Exactement. le plus vite sera le mieux. D'accord. Voilà, En tout madame. cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour l'intérêt que vous mettez et que vous avez, que vous manifestez pour la République démocratique du Congo. Nous sommes africains. Mhm. Donc, dans ce studio, je suis chez moi. Exact. Alors, nous sommes frères et sœurs. Exact. Voilà ce qu'on dit. On est vraiment- Aimons-nous vivants. Et Ouais. vraiment, et le Seigneur va nous bénir davantage. Et Merci pour Ingeta, tout. Merci. Ingeta, Ingeta. on gagnera. Amen. Exactement. Voilà. Merci.